des agalmas, des objets, des grands autres, enfin toutes sortes de choses extraterrestres. Eh bien, donc ma première thèse, oser en milieu lacanien, c'est de dire que les psychanalystes sont des êtres humains. Voilà. Certains disent même objet cause du désir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il y a d'exorbitant à se situer dans une position pareille. Voilà. Donc, première déduction, les psychanalystes sont affublés d'un complexe d'Oedipe ordinaire. Et c'est de ce complexe d'Oedipe, très ordinaire, dont dépend leur désir d'analyste. Là aussi, il y en a eu vraiment des lessiveuses de fait sur le désir de l'analyste, désir d'ailleurs, désir d'autre chose, désir, enfin bref, des choses invraisemblables. Pas du tout, les psychanalystes ont un désir comme tout le monde, c'est-à-dire, quoi? C'est-à-dire, ils veulent, le désir d'ailleurs, c'est la répétition. Les analystes veulent soigner les autres pour ne pas se soigner. Ils veulent soigner leur mère. Enfin bref, ils ne veulent surtout pas soigner. C'est une phrase de Freud qui dit « nicht heilen ». Tout à fait à ses débuts, Freud avait repéré cette dénégation du désir de l'analyste qui surtout ne veut pas soigner, et parce qu'il ne veut pas soigner, soigne. Voilà. Mais c'est le même désir que tout le monde. Tout le monde sait qu'un pompier est un pyromane caché. C'est faire le contraire de ce qu'on a subi en gros. Je viens de définir le désir autrement, encore une fois, que comme objet mystagogique, toujours les mêmes flonflons, en fin de compte, alors que au fond, le désir est réductible à quelque chose de beaucoup plus simple, répétitif que ça. Voilà. Donc, l'analyste est comme les autres, il soigne, bien qu'il dise le contraire, dans la suite du désir de se soigner. Et, à ma connaissance, je n'ai jamais, à ce jour, rencontré ou vu ou entendu d'exemples de personnes qui seraient au-delà du complexe d'Oedipe. Donc je fais cette hypothèse osée concernant les psychanalystes. Voilà. Alors, généralité, pour brancher la question politique, en disant que les positions politiques de chacun remontent à leur enfance. C'est une chose vague, floue, qui se dessine très vite dans l'enfance. C'est-à-dire, nous sommes assez vite de droite ou de gauche. Assez vite. Assez vite, les enfants prennent des positions, comme l'indique leur réaction spontanée devant l'autorité, à la mesure soit de leur rébellion, soit de leur soumission. C'est ça. Hein? Il y en a qui sont prêts à monter sur les barricades assez petits, vers 3-4 ans. Et puis il y en a d'autres qui se mettent à quatre pattes, qui rampent, qui font des manières, des mines, etc. Voilà. Hein. Donc ce sont des positions politiques, je dirais, initiales qui dépendent du complexe d'Oedipe et qui seraient totalement irrationnelles à comprendre, impossibles à comprendre, si on ne les référait pas au complexe d'Oedipe. Hein, il y a ceux qui veulent en finir avec le père, qui tirent leur épée, les mitraillettes, enfin tout le matériel, hein, les rebelles donc, et ceux qui sont pris dans l'amour du père, sont pris directement ou symptomatiquement, en étant inhibés, ou bref, en faisant trop, etc. C'est-à-dire qu'ils se soumettent avant même que leur soit demandé quoi que ce soit. Voilà, ce sont des positions qui seraient donc irrationnelles si elles étaient prises en dehors du complexe d'Oedipe. Et quand on discute avec quelqu'un, avec n'importe qui, on voit assez vite que dès qu'on parle politique, on se heurte à des arguments qui ne sont absolument pas rationnels.
c'est pas la peine. Vous pouvez, quelqu'un qui a des options, je m'excuse, je prends des exemples, j'espère ne choquer personne, hein, des options macronistes, vous pouvez lui dire que l'impôt sur la fortune a été supprimé, que toutes les aides aux gens les plus défavorisés ont été supprimées aussi, c'est la justice, n'est-ce pas? Voilà. Donc les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Si vous lui dites ça, Macron est un type vraiment sympa. C'est pas la peine. C'est une position qui n'est pas rationnelle. Exactement. Ça n'est pas rationnel. Si on cherche sa rationalité, je crois qu'elle a beaucoup à voir avec, avec ces positions, je dirais, infantiles, liées au complexe d'Oedipe. Voilà. C'est un premier point très important. Très important et qui, au fond, conduit la tête de beaucoup de gens. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Ils s'énervent tout de suite dans certaines circonstances, soit d'un côté, soit de l'autre. Ça répond du désir inconscient, c'est tout. Voilà. Alors il y a ça. Puis maintenant, il y a une autre réalité que ce choix politique. Ce choix politique oedipien se heurte à quelque chose d'autre, qui est, je vais le dire comme ça, l'exploitation de classe. C'est-à-dire qu'il y a la classe des individus ultra majoritaire, celle qui travaille, qui n'a que sa force de travail, qui la vend, etc., et qui donc est exploitée d'un côté, et il y a la classe ultra minoritaire, genre 1, 2, 3%, de ceux qui en tirent profit d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, ça, c'est une autre réalité. Alors, s'il n'y avait que ce rapport d'exploitation, classe contre classe, les exploiteurs devraient être balayés en un tour de main. Hein, il y en a 2% d'un côté, et qu'est-ce que c'est la différence entre 100%? C'est 98%. J'ai réussi à faire le compte. Voilà. S'il y avait les tests maintenant, je serais balayé. Balayé, hein, je serais balayeur. Voilà. Technicien de surface. Voilà. Bon, alors, d'accord. Donc, ça ne devrait pas faire un pli, ça devrait être fait même depuis longtemps. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que ceux, les 2% qui sont riches, eh ben, ils restent au pouvoir et ils s'appuient pour ce faire, à juste titre, dans leur intelligence machiavélique, sur les choix oedipiens qui ne se font pas sur des critères politiques, hein, sur les critiques qui sont des choix irrationnels, entre guillemets. C'est en ce sens qu'une partie importante des exploités votent pour la droite par amour du père, c'est-à-dire ils font un choix oedipien, irrationnel, qui va contre leurs propres intérêts. Voilà, donc ça veut dire, on tombe dans l'erreur économiste des derniers tomes du Capital de Freud, c'est-à-dire si on fait une analyse purement économiste des rapports de force, eh bien on ne comprend absolument pas comment s'établit la différence politique. Ce qui veut dire que la classe ouvrière, ceux qui fournissent la force de travail, c'est-à-dire la source de la richesse, eh bien, elle est divisée contre elle-même par l'amour du père. Et c'est ce qui fait, je crois, le mouvement de balancier du populisme, qui fait qu'il y a sans arrêt un retour d'un père quelconque dans le fauteuil du pouvoir. Voilà. Donc, l'amour du père l'emporte régulièrement contre l'inspiration révolutionnaire. C'est-à-dire, je le dis tout de suite parce que peut-être qu'on me coupera la parole avant la fin. On a dit qu'on faisait bref. Ah ouais. Ouais, enfin, il faut qu'il parle. Non, continue. Bah oui. Ça veut dire que le mode de jouissance
pour une fois j'emploie ce mot, est plus fort que le mode de production. C'est une thèse importante de ce que j'amène aujourd'hui, sans le développer. D'ailleurs, c'est la même chose du côté des exploiteurs. Il y a du côté des gens très riches, des gens qui pensent autrement que ce que leurs conditions sociales voudraient. Ça a par exemple été le cas de Engels, le copain de Marx, qui était propriétaire d'usines en Angleterre. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a cette double bipartition, une quadripartition en fait. Une quadripartition de l'arène politique, d'une part entre les intérêts de classe, et d'autre part, à l'intérieur de celle-ci, une bipartition entre les gens psychiquement de droite ou de gauche. Gauche-droite, ça ne recouvre pas exploiteur-exploité, ça ne recouvre pas pauvre-riche. Voilà. Ce qui fait qu'avec cette quadripartition, vous voyez que pour un manipulateur habile des médias, des journaux, etc., il suffit d'arriver à jouer sur 10% de l'opinion pour avoir le pouvoir. Voilà. Il faut arriver à faire pencher les questions qui concernent le choix psychique d'un certain côté pour gagner 2-3%, etc. Hein? Donc vous voyez, je veux dire, notre démocratie, qui est une démocratie parce que c'est, elle se fait au nom de la Déclaration des droits des fils. Qu'est-ce qui se passe? On va leur demander de parler moins fort. Oui, les travailleurs dans le micro. Hein? Les travailleurs qui travaillent. Le droit des fils, justement. Ouais. Voilà. Donc vous voyez comment je ne dénie pas le fait que nous soyons en démocratie, non pas parce que ce serait juste, non, ce n'est pas juste. La démocratie athénienne était injuste, esclavagiste, la démocratie américaine est impérialiste d'une façon abominable depuis Hiroshima. Ça n'empêche pas moins que ce sont des démocraties au sens de la République des frères. C'est ça. Hein? Démocratie, ça ne veut pas dire un truc humaniste et bellant, c'est pas du tout ça. C'est ce qui s'oppose à la théocratie, c'est-à-dire le pouvoir au nom de Dieu. Voilà. Alors, donc, ce qu'il faut quand même remarquer, parce que c'est un fait angoissant, je ne peux pas le cacher, que l'aspiration à l'amour du Père, la Vatersehnsucht de Freud, eh bien, elle l'emporte